Il fut un temps en France où la vie se déroulait avec un rythme plus doux, où les interactions quotidiennes semblaient guidées par des fils invisibles de courtoisie, et où les gens n'avaient pas besoin qu'on leur rappelle de se comporter avec grâce parce que cela faisait simplement partie de la façon dont le monde fonctionnait. Ce n'était pas une grande performance ou quelque chose que quelqu'un essayait de montrer. C'était juste la façon de vivre. Façonnée par des attentes silencieuses transmises des parents aux enfants, des voisins aux nouveaux arrivants, jusqu'à ce que le pays entier semble partager le même accord tacite sur la façon de coexister. Et quelque part entre la précipitation de la vie moderne, la montée de la technologie et l'effilochage lent des vieilles habitudes, beaucoup de ces gestes petits mais significatifs ont tranquillement disparu, laissant ceux qui s'en souviennent se demander comment quelque chose d'aussi ordinaire pouvait s'évaporer si complètement. Alors, regardons en arrière vers les bonnes manières qui façonnaient autrefois la vie française. Celles avec lesquelles des millions ont grandi. Celles qui tissaient les communautés ensemble. Et celles qui, sans qu'on s'en aperçoive, se sont glissées entre nos doigts. Numéro 1, le salut automatique entre voisins. Il y eut une période en France où franchir le seuil de votre porte signifiait entrer sur une petite scène sociale. Une où vous reconnaissiez instinctivement chaque voisin que vous croisiez d'un hochement de tête, d'un petit sourire ou d'un doux bonjour. Vous n'aviez pas besoin de connaître leur nom de famille ou ce qu'ils faisaient dans la vie. C'était simplement la reconnaissance polie que vous partagiez le même coin de terre. Des rues entières fonctionnaient sur ce rituel silencieux, et cela créait un sentiment d'appartenance qui maintenait les communautés ensemble, même quand les gens qui y vivaient avaient très peu d'autres en commun. Aujourd'hui, ces salutations se sont presque entièrement évaporées, avalées par un monde où les gens marchent avec des écouteurs, les yeux baissés, et la hâte dans leur démarche. Ce qui semblait autrefois la chose la plus naturelle au monde semble maintenant un acte de bravoure inattendu. Mais les générations se souviennent de la chaleur qui venait de ces minuscules échanges. Une chaleur qui ne coûtait rien mais signifiait d'une manière ou d'une autre tout. Numéro 2, les hommes se levant quand une femme entrait dans la pièce. Ce geste n'était pas une question de supériorité ou de spectacle. C'était un signe instinctif de respect, une reconnaissance silencieuse de la présence de quelqu'un. Les pères enseignaient à leurs fils dès l'âge de 8 ou 9 ans que rester assis quand une femme rejoignait la table ne se faisait tout simplement pas. Vous vous leviez, même de quelques centimètres seulement, pour dire « je vous vois et je vous accueille ». C'était une habitude pratiquée dans les assemblées scolaires, les dîners de famille, les réunions de travail et même dans les cafés. Elle disparut rapidement une fois que le monde changea dans les années 60 et 70, remplacée par une façon plus décontractée de se traiter les uns les autres. Mais pour ceux qui ont grandi avec elle, le souvenir d'une pièce entière se levant en parfaite synchronie reste l'un des exemples les plus clairs de comment les bonnes manières structuraient autrefois la vie française avec une chorégraphie silencieuse. Numéro 3, la queue qui se polissait elle-même. Les queues françaises étaient légendaires, non pas parce que quelqu'un les imposait, mais parce que personne n'en avait besoin. Une ligne se formait aussi naturellement que la respiration, s'étirant des arrêts de bus au comptoir de boulangerie, des bureaux de poste au guichet. Et ce n'était pas la présence de la queue qui était remarquable. C'était la discipline à l'intérieur. Les enfants apprenaient tôt que passer devant était un péché moral. Punis non pas par des cris, mais par la force froide et dévastatrice de la désapprobation sociale française. Les étrangers n'attendaient pas simplement. Ils attendaient ensemble. Unis par l'équité. Les personnes âgées avançaient sans un mot. Les femmes enceintes étaient poussées en avant par instinct, et la ligne entière se déplaçait poliment comme un seul organisme ininterrompu. Ce n'est pas que faire la queue n'existe plus. C'est que le sens de l'honneur collectif qui la gouvernait autrefois s'est aminci jusqu'à devenir un souvenir. Numéro 4, la règle tacite de céder sa place. Bien avant que des avis polis ne soient placardés dans les wagons de train, tout le monde se levait instinctivement pour les aînés, les femmes enceintes, ou toute personne luttant avec des sacs ou des enfants. Les adolescents le faisaient automatiquement. Les jeunes hommes le faisaient presque anxieusement,
se levant si rapidement que leurs journaux tombaient sur leurs genoux. Et la beauté de cela était que les deux parties comprenaient le rituel. L'offre était faite gracieusement et l'acceptation était donnée avec une grâce égale. Aujourd'hui, le geste se produit encore, mais il n'est plus universel. Certains évitent subtilement le contact visuel. Certains font semblant de ne pas voir. Et certains ne réalisent même pas que cela était autrefois considéré comme une attente de base. Mais demandez à n'importe qui de plus de 50 ans, et ils se souviendront d'un temps où céder sa place n'était pas un acte de gentillesse. C'était simplement ce qu'être français signifiait. Numéro 5, les poignées de main gantées et les présentations formelles. Il y eut une période où rencontrer quelqu'un de nouveau nécessitait une petite performance de formalité. Une impliquant des gants, une posture et une formulation précise. Les hommes retiraient leur chapeau, les femmes offraient une main gantée, les noms étaient échangés avec une énonciation claire, et personne ne s'adressait à l'autre par le prénom avant d'y être invité. Ce n'était pas raide ou froid. C'était l'étiquette qui garantissait que tout le monde se sentait reconnu. Aujourd'hui, les présentations sont rapides, décontractées et souvent oubliables. Mais dans ces années, la façon dont vous disiez votre nom importait parce qu'elle montrait au monde comment vous vous portiez et avec quel respect vous traitiez les autres. Numéro 6, l'art quotidien d'écrire des lettres de remerciement. Il est difficile de décrire aux jeunes générations à quel point la gratitude écrite était autrefois significative. Recevoir un cadeau, passer la nuit chez des parents, assister à un dîner, tout cela nécessitait une lettre de remerciement manuscrite dans les 48 heures. Les gens gardaient de la papeterie à cette seule fin. Les enfants s'asseyaient à des tables pour pratiquer leurs boucles élégantes. Les lettres n'étaient pas longues, mais elles étaient sincères, et les envoyer était un signe que vous valorisiez le temps, l'effort ou l'hospitalité que vous aviez reçue. Aujourd'hui, un message rapide suffit, ou parfois rien du tout. Mais ces cartes délicates glissées dans les boîtes aux lettres ou portées au bureau de poste représentaient un petit mais puissant rituel d'appréciation qui façonnait les relations pendant des décennies. Numéro 7, les voix douces dans les espaces publics. Les bus français, les trains et les salles d'attente bougeaient autrefois dans un silence presque total, interrompu seulement par le bruissement des journaux ou le raclement poli d'une gorge. La sonorité forte était vue comme intrusive, presque offensante. Une violation de la compréhension partagée que l'intimité, même dans les espaces bondés, comptait profondément. Les couples parlaient tranquillement. Les enfants étaient gentiment faits taire. Les adolescents évitaient d'attirer l'attention. Aujourd'hui, les espaces publics sont plus bruyants, plus occupés, ponctués de conversations téléphoniques et de vidéos jouées sans écouteurs. Mais beaucoup se souviennent quand voyager semblait paisible, presque méditatif, parce que tout le monde respectait la bulle des autres. Numéro 8, l'étiquette appropriée de la visite. Il y a des décennies, visiter la maison de quelqu'un était presque cérémoniel. Les gens téléphonaient à l'avance, souvent des jours à l'avance, à moins que la question ne soit urgente. Arriver sans prévenir était considéré comme intrusif. Les invités apportaient des fleurs, des biscuits ou de petites offrandes. Les hôtes préparaient les sièges, préparaient du café frais et s'assuraient que la meilleure porcelaine était utilisée. On enseignait aux enfants comment s'asseoir poliment, comment ne pas interrompre et comment remercier l'hôte correctement au départ. Aujourd'hui, les visites sont plus décontractées, spontanées, parfois même chaotiques. Mais il y avait une grâce dans la préparation des anciens rituels, un respect partagé qui faisait que chaque visite se sentait valorisée. Numéro 9, l'étiquette stricte de la table à dîner. Les repas de famille étaient autrefois des salles de classe miniatures de courtoisie. Chaque règle enseignait aux enfants comment se comporter avec considération pour les autres. Les coudes restaient hors de la table. Les serviettes reposaient sur les genoux. Personne ne commençait à manger avant que tout le monde ne soit servi. Les demandes étaient formulées comme « Pourriez-vous passer ?» plutôt que de tendre le bras à travers l'assiette de quelqu'un.
Et finir tout ce qui était dans votre assiette n'était pas simplement encouragé. C'était attendu. Ces règles créaient un rythme qui façonnait l'atmosphère du foyer, transformant les repas ordinaires en traditions calmes et structurées que beaucoup regardent maintenant en arrière avec une tendresse surprenante. Numéro 10. Parler par la litote, pas la confrontation. La communication française était autrefois une danse délicate de formulations subtiles et d'émotions retenues. Dire que quelque chose était de pas mal signifiait que c'était véritablement excellent. Assez bien équivalait à de hautes louanges, et les plaintes émergeaient à travers des allusions douces plutôt qu'une irritation ouverte. Ce n'était pas de l'évitement. C'était un code culturel qui valorisait l'harmonie au-dessus de la franchise brutale. Aujourd'hui, les gens parlent plus directement, ce qui a ses avantages. Mais beaucoup sourient encore au souvenir de conversations où des paragraphes entiers de sens étaient pliés tranquillement dans une seule phrase atténuée. Regarder en arrière vers ces bonnes manières perdues n'est pas une question de suggérer que le passé était parfait ou que la vie moderne manque de quelque chose. C'est reconnaître comment ces petits rituels, presque invisibles, façonnaient autrefois le rythme de la société française. Adoucissant les interactions, apaisant les tensions, et créant un sens du respect mutuel qui s'attardait dans l'air. Nous ne reviendrons peut-être pas à tous. Nous ne devrions pas non plus essayer de recréer chaque détail. Mais s'en souvenir nous rappelle que les plus petits gestes, un hochement de tête, un merci, une place offerte tranquillement, peuvent encore porter le pouvoir de rendre la vie un peu plus gentille, un peu plus chaleureuse, et un peu plus connectée. Laquelle de ces bonnes manières disparues vous a le plus surpris ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Vos souvenirs aident à garder ces histoires vivantes.